Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Karima Kadmiri et je suis la responsable des programmes locaux pour la Fondation FIDAction. Pour ceux et celles qui reviennent, ça fait plaisir de vous revoir parmi nous. Et pour ceux qui assistent pour la première fois à un de nos webinaires, je vais commencer brièvement par présenter la Fondation FIDAction. Et ce webinaire sera ensuite présenté par ma collègue Andréane Briand-Poirier et par moi-même. Donc, la Fondation FIDAction est un organisme sans but lucratif qui travaille pour renforcer le pouvoir d'agir des filles. Nous sommes basés à Montréal où nous mettons en œuvre des programmes locaux pour les filles et les jeunes femmes. Et nous travaillons avec quelques 250 partenaires à travers le pays qui mettent en œuvre leurs propres programmes. Nous offrons également des formations en leadership, nous organisons des événements de réseautage et de manière générale, nous travaillons à soutenir le pouvoir d'agir des filles et des jeunes femmes situées dans des communautés éloignées, incluant dans le Nord, défavorisées et urbaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir avec vous les aspects techniques interactifs du webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir plusieurs fenêtres sur votre écran avec des informations qui vont changer au cours de la présentation. Sur le côté droit, vous verrez une fenêtre appelée Q et A. C'est là que vous pouvez poser des questions et interagir avec Andréane, moi-même et les autres participantes. Si vous avez une question ou un commentaire pendant la présentation, tapez-le dans la fenêtre Q et A, appuyez sur Entrée, Enter, et il sera enregistré. Par défaut, la question ou le commentaire sera visible par tout le monde. Si vous préférez soumettre votre question en privé, cliquez sur la flèche du bas en bas de la fenêtre Q et A et sélectionnez Girls Action au lieu de tous les participants. Andréane et moi serons alors les seuls à voir votre question. Après la présentation, nous commencerons la période de questions-réponses. Et je voulais aussi vous informer que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré ainsi que la période de questions. Ce webinaire sera ensuite posté en ligne et nous vous enverrons le lien vers l'enregistrement. Donc maintenant que les aspects techniques sont expliqués, je vais prendre quelques minutes pour me présenter et présenter Andréane. Donc j'ai rejoint l'équipe de FIDAction en 2007 et travaille dans le milieu communautaire depuis plus de 15 ans, surtout auprès des filles et des femmes et particulièrement celles issues de l'immigration. À la Fondation FIDAction, je suis responsable des programmes locaux, ce qui inclut les programmes pour filles dans des écoles montréalaises, ainsi que les divers projets et événements liés au Québec. Je suis surtout maman de 2 jeunes enfants, dont la plus grande est toute fière d'avoir 4 ans aujourd'hui. Pour ce qui est d'Andréane, qui présentera la deuxième partie de ce webinaire, c'est une fille dynamique et engagée à fond dans ce qu'elle entreprend. C'est d'ailleurs lors d'une expérience de bénévolat qu'elle a d'abord connu FIDAction en 2010. Elle a complété un baccalauréat en travail social à l'UQAM et fait son stage en action collective parce qu'elle croit fermement qu'ensemble, nous pouvons créer un changement social. Elle croit qu'il est nécessaire d'agir pour des enjeux comme l'environnement, la justice sociale et l'éveil des jeunes à la société dans laquelle ils vivent et au pouvoir d'agir qu'ils détiennent. Après avoir travaillé comme animatrice de camps de vacances et de camps de jour pendant 8 étés, l'animation est devenue une de ses passions. Elle aime beaucoup les voyages, les activités de plein air, le kayak de rivière et les films d'animation. Bref, on peut dire que c'est une fille d'action. Donc, encore merci d'être avec nous pour ce webinaire. Je vais commencer la présentation. Ça fait maintenant 20 ans que FIDAction travaille à soutenir le pouvoir d'agir des filles au Canada. Et notre objectif demeure le même, mieux comprendre les défis majeurs auxquels les filles font face, mieux comprendre les conséquences sur leur bien-être, les impacts sur leur avenir et surtout comment ensemble, à travers le pays, nous pouvons nous mobiliser et agir afin de les soutenir à faire face à ces défis. Ce webinaire est basé sur l'expérience et les pratiques concrètes de FIDAction dans le cadre de ces programmes pour filles, mais également sur les 2 ressources qui vous sont présentées aujourd'hui. Donc la première publication, Pourquoi les filles, emploi et argent. C'est de cette publication que vont être extraites la plupart des données que je vais vous présenter en première partie du webinaire. Et la deuxième partie du webinaire, donc présentée par Andréane, est basée sur le guide Des rêves à la réalité, qui est un guide pour soutenir l'organisation d'une journée des métiers. Ces ressources sont disponibles sur le site de FIDAction dans notre section ressources, donc fidaction.ca. Et dans cette section-là, vous avez également accès à de nombreuses autres ressources développées par FIDAction. Donc, en première partie, j'aimerais aborder la notion de sécurité financière, ce que ça signifie, l'importance de soutenir la sécurité financière future des filles,
parler des obstacles systémiques auxquels elles font face. Nous allons ensemble déconstruire certaines croyances, parler de tendances prometteuses, parce que tout n'est pas noir, et parler des filles et de leur choix de carrière. Donc, la sécurité financière, pour les jeunes femmes, le travail, l'argent et la sécurité financière sont des éléments importants de leur parcours vers l'autodétermination. Les jeunes femmes ont le droit de choisir et d'exercer un travail épanouissant. Elles ont également le droit à la stabilité et à la sécurité. Mais concrètement, dans la vie d'une jeune femme, ça veut dire quoi, sécurité financière? Donc pour nous, sécurité financière signifie avoir des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses et subvenir à ses besoins de façon continue, et obtenir et conserver un emploi rémunéré et régulier, ce qu'on appelle la sécurité d'emploi. Pour que les filles réalisent leur plein potentiel, il est nécessaire de les soutenir dès leur plus jeune âge à cultiver leur confiance en elles, à développer leurs compétences et leur expérience. Avec de bonnes conditions, les filles ont la possibilité de devenir des adultes capables d'améliorer leur situation socio-économique et d'entraîner des impacts positifs au sein de leur communauté. Je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que chaque fille mérite de pouvoir tracer le parcours de vie qu'elle désire, qui inclut des études satisfaisantes, un emploi épanouissant, une stabilité économique. Mais il faut d'abord comprendre que les filles, en grandissant, subissent de nombreuses pressions et se heurtent à des obstacles systémiques qui minent leur capacité à planifier leur avenir et à assurer leur sécurité financière. Dans la prochaine section, je vais aborder les obstacles systémiques, donc quelques obstacles systémiques en fait, et vous donner surtout des données, donc des chiffres pour illustrer ces obstacles-là. De nombreuses filles se heurtent à des obstacles importants, donc on parle de violence, problèmes de santé physique et mentale, tels l'anxiété et la faible estime de soi. Ces obstacles posent des défis de taille en ce qui a trait aux perspectives d'éducation et à l'emploi. Pour vous donner quelques chiffres, en 4e année, une fille sur 10 ne se sent pas en sécurité à l'école. Un plus grand nombre de filles que de garçons se sont déprimées et les taux de dépression sont considérablement plus élevés chez les adolescentes que chez les adolescents. De plus, l'automutilation, soit les coupures ou autres blessures auto-infligées, est courante chez les filles. En Colombie-Britannique, une fille sur 5 se blesse délibérément. Donc, ça montre l'ampleur des différents problèmes en violence, santé physique et santé mentale qui peuvent avoir un impact en termes de sécurité financière des filles et d'autodétermination. Le deuxième obstacle dont j'aimerais parler est la discrimination systémique. Les filles qui font l'objet de discrimination systémique, donc en fonction de la race, du revenu, de la classe, des capacités, du statut d'immigration et de l'orientation sexuelle, sont encore plus vulnérables à l'insécurité financière. Par exemple, les jeunes femmes immigrantes sont bien plus susceptibles de se retrouver sans emploi que les jeunes femmes nées au Canada. Le dernier obstacle dont j'aimerais brièvement parler est la pauvreté. En effet, les filles vivant dans la pauvreté ont moins de chances de poursuivre des études postsecondaires. Seuls 58,5% des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans, dont le revenu familial est de 25 000 $ au moins avant impôt, sont inscrites dans un établissement d'études postsecondaires. Pour les jeunes femmes dont le revenu familial est de plus de 100 000 $, ce taux est de 81%. Donc on parle de 58,5% versus 81%. Au Canada, certains enfants et familles sont affectés plus durement que d'autres par le fossé entre les riches et les pauvres. C'est parfois le cas des enfants élevés par une mère célibataire, des enfants issus de familles migrantes autochtones et des enfants vivant dans une famille où l'un des enfants est handicapé. Donc, pour vous donner quelques chiffres, 52,1% des mères célibataires d'enfants de moins de 6 ans vivent dans la pauvreté, 4 enfants autochtones sur 10 vivent dans la pauvreté et ce taux est de 15% chez les enfants issus de familles non autochtones. De plus, de façon générale, l'écart de revenus entre les sexes touche durement les femmes qui sont sur le marché du travail. Selon Statistique Canada, les femmes travaillant à temps plein gagnent environ 71 cents de chaque dollar gagné par les hommes. Les 2 tiers des travailleurs et travailleuses au salaire minimum sont des femmes. Donc, ces chiffres montrent vraiment l'impact de la pauvreté en tant qu'obstacle systémique à la sécurité financière des filles et des jeunes femmes.
Mais les filles n'ont-elles pas de meilleurs résultats scolaires que les garçons? C'est une croyance, c'est des chiffres vrais, mais ça reste des croyances qu'on peut et doit déconstruire. Donc, malgré les avancées considérables réalisées par les filles en matière d'éducation, l'égalité des sexes en milieu de travail n'est toujours pas atteinte. Il est vrai que les filles ont statistiquement plus de chances que les garçons d'obtenir un diplôme d'études secondaires. C'est pourquoi la plupart des programmes de prévention du décrochage ciblent les garçons. Pourtant, la recherche indique que les garçons qui décrochent parviennent tout de même à gagner leur vie à l'âge adulte. Les filles qui décrochent sont quant à elles plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. De plus, même si les jeunes femmes d'aujourd'hui ont plus de chances d'obtenir un diplôme universitaire que les jeunes hommes, leur accès à l'éducation supérieure ne leur assure toujours pas un salaire égal sur le marché du travail. En fait, en 2008, même avec un diplôme universitaire, le revenu moyen des femmes est près de 30 000 $ inférieur à celui des hommes. Nous sommes encore loin de l'égalité des chances pour les filles et encore aujourd'hui, il est plus difficile pour elles que pour les garçons de mener des vies épanouissantes et de réaliser leur plein potentiel. On observe toutefois des signes encourageants en ce qui a trait à l'éducation, à l'argent et à l'emploi. Donc là, on va parler plus des tendances prometteuses. Les filles immigrantes et racisées sont plus susceptibles de rester à l'école que les filles non racisées ou nées au Canada, ce qui contribue à briser le cycle de la discrimination. Autre tendance prometteuse, l'accès à l'éducation contribue à rétrécir l'écart salarial entre les sexes. En 2005, les femmes âgées de 25 à 29 ans titulaires d'un baccalauréat gagnaient 89% du salaire de leur père masculin. Selon Statistique Canada, les femmes réalisent des avancées dans certains domaines professionnels traditionnellement dominés par les hommes, comme la technologie. Dans ce secteur économique en expansion, les femmes ne représentent cependant qu'un employé sur 4. Donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Les jeunes femmes ont aussi considérablement progressé dans les domaines du droit et de la médecine. Elles sont bien représentées parmi les diplômés. Il y a également de plus en plus de femmes qui occupent des postes de leadership en politique. En 2013, par exemple, 5 des 10 provinces canadiennes et 1 des 3 territoires étaient dirigés par des femmes. Les femmes représentent plus de 50% de la main-d'œuvre active dans la fonction publique fédérale ainsi que dans la plupart des fonctions publiques provinciales. Donc, ces tendances-là sont extrêmement prometteuses. Donc, les filles et leur choix de carrière. Les avancées au niveau de l'éducation des filles et les opportunités d'accès à de nouvelles carrières représentent un grand succès, comme on l'a vu. Pourtant, même si leurs perspectives d'éducation et de carrière se sont beaucoup améliorées, les choix des filles sont encore influencés par les rôles de genre stéréotypés. Par exemple, une enquête menée en ligne en 2011 auprès de jeunes Canadiens et Canadiennes âgés de 12 à 17 ans révèle que 30% des adolescents croient que le rôle principal d'une femme est de cuisiner et prendre soin de sa famille. 48% des jeunes interrogés pensent que les hommes doivent être le principal soutien financier de la famille. Donc, ça reste un stéréotype qui est quand même assez ancré socialement. Avec de telles perceptions sociales des femmes, et incluant la perception qu'ont les filles d'elles-mêmes, il n'est pas surprenant de constater l'existence d'un ghetto rose sur le marché du travail. Dans l'enseignement supérieur, les femmes continuent à être surreprésentées au sein des disciplines traditionnellement réservées aux femmes, telles les langues, les sciences sociales, les sciences de la santé et les sciences de l'éducation. Les filles sont rarement exposées à des femmes en position de pouvoir, des femmes qui pourraient leur servir de modèle au sein du gouvernement, dans les médias, dans les milieux d'affaires ou d'autres domaines importants qui contribuent à modeler la société. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont d'importants défis à relever pour trouver un emploi épanouissant. Le taux de chômage chez les jeunes est 2 fois plus élevé que celui de la population en général. Ce phénomène est lié aux tendances actuelles du marché du travail où le bassin des diplômés universitaires est plus important que l'offre d'emploi. En même temps, l'éducation postsecondaire est maintenant un préalable requis pour 70% des emplois nouvellement affichés, ce qui met en évidence l'importance de ce type de scolarisation. J'aimerais maintenant passer la parole à ma collègue Andréane, donc pour la deuxième partie de ce webinaire. Donc avec elle, vous allez vraiment explorer un moyen concret pour soutenir l'autodétermination des filles. Donc c'est l'organisation d'une journée des métiers.
Merci beaucoup. Merci, Karima. Donc, comme Karima l'a dit, moi, je travaille plus au niveau terrain dans les programmes locaux. Donc, j'anime des programmes dans des écoles, dans 4 écoles à Montréal. C'est des programmes hebdomadaires. On rencontre les filles une fois par semaine, puis on fait des projets vraiment intéressants, toujours différents parce qu'on suit l'approche d'éducation populaire. Donc, on part des réalités, des intérêts, des besoins des filles pour créer nos programmes. Puis c'est en fait ce qui a mené à la création des journées des métiers. Donc moi, je vais vous présenter un peu les principales étapes concrètes à suivre pour réaliser une journée des métiers. Ces étapes-là, je le dis tout de suite, sont plus ou moins linéaires ou nécessaires selon le milieu dans lequel vous travaillez. Ça dépend vraiment de l'organisation et ou de l'école avec laquelle vous travaillez. Donc, avant de commencer, un petit historique de la journée des métiers. Donc, c'est en 2007 qu'on a commencé à réfléchir à une journée des métiers. Dans le fond, l'objectif, comme j'ai dit, on travaillait avec des écoles, donc l'objectif, c'était d'inviter des femmes engagées socialement, professionnellement, qui pourraient inspirer les filles et les jeunes femmes en étant des modèles. On sait que nous, les animatrices, on est des modèles pour les filles parce qu'on passe beaucoup de temps avec elles. Puis c'est important d'avoir des jeunes femmes ou des femmes de personnalités, d'origine, de métiers vraiment divers pour donner des différents modèles aux filles parce que chaque fille est unique. Donc, on voulait inviter des femmes qui pourraient les encourager à élargir leurs horizons quant à leurs possibilités de métier dans l'avenir. Donc, on a décidé d'inviter des femmes qui exercent différents métiers, qui pourraient partager leurs expériences avec les filles pendant une journée des métiers, qui serait organisée par et pour les filles. Donc, l'objectif, c'était vraiment de permettre aux filles d'élargir leurs horizons pour leur avenir professionnel, mais aussi d'acquérir plus de leadership et de pouvoir d'action dans leur vie. Donc, on voulait leur offrir la possibilité de rencontrer des femmes qui exercent des métiers différents, qui les inspirent, des métiers parfois traditionnels, des fois non traditionnels. On voulait leur montrer aussi qu'il y a des femmes qui leur ressemblent, donc des femmes auxquelles les filles peuvent s'identifier, que ce soit en lien avec la personnalité, comme j'ai dit tantôt, ou les intérêts par rapport au métier, ou même les origines culturelles ou issues de la même communauté, donc des femmes auxquelles les filles peuvent s'identifier. On voulait leur montrer que ces femmes-là ont un métier, de un, puis qu'elles peuvent exercer vraiment une variété de métiers. Donc, la première journée la première journée des métiers a eu lieu en 2007 à Montréal. Puis ensuite, on en a eu 2 en 2008. Puis ça fait effet boule de neige parce que ça a vraiment été un succès. Puis depuis ce temps-là, on en a organisé à chaque année dans nos écoles partenaires. On a rejoint plus de 120 femmes mentors et près de 800 filles et jeunes femmes. Donc, plus concrètement, tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes se retrouve dans le guide que Karima a présenté au début de la présentation, le guide des rêves à la réalité, guide pour soutenir l'organisation de journée des métiers. Donc, je vais simplement vous donner les grandes lignes des étapes pour réaliser une journée des métiers. Donc, on va plus dans le concret. Donc, en suivant l'approche d'éducation populaire, qui est une approche de base dans nos programmes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour s'assurer que votre journée des métiers s'inscrit bien dans les besoins et les réalités des filles, c'est important de prendre le temps de discuter du projet avec elles. Donc, par exemple, une discussion sur leur projet d'avenir, leurs rêves ou encore les femmes qui les inspirent autour d'elles, c'est un bon élément déclencheur pour mieux comprendre leurs intérêts en termes de métier. Donc, l'impact sur les filles de faire cette conversation-là au début, ça va être positif parce qu'elles vont se sentir partie prenante du projet. Donc, ça va être bon pour leur estime de soi, leur sentiment de pouvoir d'agir, puis leur sentiment d'appartenance au groupe.
si jamais vous travaillez dans des écoles, comme on fait à la Fondation Filles d'Action, ça peut être intéressant de discuter avec votre personne contact à l'école ou les intervenants de l'école pour savoir, selon eux, c'est quoi les réalités vécues par les jeunes. Ils peuvent avoir un point de vue différent et pertinent pour vous aider à organiser votre journée des métiers. L'étape numéro 2. Donc, on rentre dans la planification. C'est une occasion d'entrer plus dans les détails concrets, là. Donc, on rentre vraiment dans le plan de travail là, de la journée des métiers. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous poser des questions. Par exemple, quand, quoi, comment, où, qui. Ça, c'est toutes des questions auxquelles il faut répondre assez tôt dans votre planification parce que ça va vous permettre de créer tous les documents qui vont vous aider à aller chercher des mentors ou de réserver les locaux avec l'école. Donc, c'est des questions qu'il faut poser assez tôt. Donc, pour que vous sachiez quel format va prendre votre événement. Donc, par exemple, combien de filles peuvent y participer, combien de mentors est-ce qu'il faut inviter. Ça peut dépendre de la grosseur de votre organisme, ça peut dépendre de la grosseur de l'école, ça peut dépendre du groupe d'âge de filles que vous voulez inviter. C'est vraiment selon les réalités du milieu. Quel sera le format de l'événement aussi? Donc, ça peut être, on a déjà fait à la Fondation Filles d'Action, on a déjà fait une journée des métiers sous forme de kiosque. Donc, chaque mentor avait son kiosque avec son nom écrit dessus, tout le matériel qu'elle avait amené. Puis, les filles passaient pendant l'heure du dîner. C'était comme un drop-in. Les filles pouvaient arriver, sortir quand elles voulaient pour visiter les kiosques. Puis poser des questions dans le fond aux mentors qui les intéressaient le plus. Il y a aussi, on a déjà fait un événement où les mentors étaient en paire, donc en équipe de 2 ou 3, puis des groupes de filles faisaient une rotation pour aller voir tous les mentors. Donc ça fonctionne mieux pour les groupes d'âge primaire parce qu'il y a un peu plus de structure, tandis que l'événement plus de kiosque est plus pertinent pour les filles du secondaire où c'est plus libre. Il y a aussi des partenaires de Filles d'Action qui ont déjà fait des conférences. Donc, c'est vraiment selon votre milieu, votre organisme qui fonctionne le mieux. Donc, ça va être à décider assez tôt dans la planification. Et à partir de cette réflexion-là, vous allez pouvoir développer un plan de travail qui va vous servir tout au long des semaines qui vont précéder votre événement. Donc, ensuite de ça, vous pouvez confirmer les détails logistiques de l'événement, donc la date, l'heure, l'endroit, etc. Ensuite, l'étape numéro 3. Donc, la recherche de mentor, c'est une étape assez cruciale parce que sans mentor, comme sans fille, on ne peut pas faire d'événement. Donc, toute la préparation que vous avez faite dans votre planification, plan de travail, c'est nécessaire pour aller chercher des mentors parce que vous avez besoin de tous ces détails-là pour les inviter. Donc, les mentors doivent savoir l'heure, la date, l'endroit avant de décider si elles peuvent y participer. Donc, ça, c'est un aspect de la recherche de mentors. De développer le document d'invitation. Mais vous devez aussi savoir quel type de mentor vous voulez. Donc, selon la réalité, selon votre milieu, vous allez peut-être vouloir trouver des mentors qui viennent de telle origine ou qui font tel métier ou qui viennent de telle communauté. Donc, c'est vraiment selon votre milieu. Puis, selon aussi les intérêts des filles. Donc, on se rappelle qu'on a parlé à l'étape 1 d'inclure les filles dans la programmation puis dans le développement de l'événement. Donc, ça veut aussi dire connaître leurs intérêts en termes de métier. Donc, c'est toujours intéressant de trouver des mentors qui répondent à ces intérêts-là, mais d'aller aussi penser un peu en dehors de la boîte puis chercher des mentors auxquels les filles n'auraient peut-être pas pensé, mais qui font des métiers vraiment passionnants, inspirants et souvent non traditionnels. Donc, quand vous cherchez des mentors, on cherche des femmes passionnées et inspirantes, d'origines diverses ou similaires aux filles qui participeront à la journée des métiers.
de milieux professionnels divers, donc comme j'ai dit, traditionnels ou non traditionnels. C'est le fun d'avoir des métiers auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes aussi des fois. Ou même des métiers vraiment connus, mais qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de ces travails-là, donc de ces emplois-là. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis, trouver des personnes qui sont motivées à soutenir et renforcer le pouvoir d'agir des filles. Donc, pour les rejoindre, les mentors, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser les médias sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. Mais ça peut être aussi intéressant d'utiliser vos contacts personnels, professionnels ou celui de vos collègues. Ça marche bien. Puis si c'est pas la première fois que vous faites une journée des métiers, ben, après ça, vous construisez peu à peu une banque de contacts. Donc, ça, c'est pour la recherche de mentors. Et comme j'ai dit tantôt, il faut aussi rechercher des filles pour y participer. Donc, on a l'étape numéro 4 qui est de promouvoir la journée des métiers auprès des filles. Donc, dans le fond, encore une fois, c'est selon votre milieu. Si c'est dans une organisation ou dans une école, ça peut dépendre la méthode que vous allez utiliser. À la Fondation Filles d'Action, je sais qu'on a déjà fait de la promotion en faisant une tournée des classes. Donc, ça, c'est on communique avec la direction d'école pour s'assurer d'une date, sélectionner les niveaux ciblés pour la tournée des classes. Puis, à ce moment-là, on prépare un feuillet promotionnel qu'on va distribuer aux filles qui sont intéressées dans les classes, mais c'est aussi possible de distribuer des feuillets promotionnels dans les corridors, sur l'heure du dîner, de mettre des affiches partout dans l'école. Donc ça, c'est différents moyens utilisés. Si vous avez un groupe de filles dans cette école-là ou dans cette organisation-là, c'est encore plus facile de rejoindre ces filles-là pour les inviter directement dans les rencontres. Puis quant au moment où on fait la promotion auprès des filles, je dirais, ça dépend si vous avez besoin de l'accord écrit des parents pour la participation des filles. Si jamais vous avez besoin de cet accord-là écrit, souvent c'est parce que les filles sont mineures ou parce que l'événement est après les heures de cours. Excusez. Donc, si vous avez besoin de cet accord-là écrit, faites la promotion environ 2 à 3 semaines avant l'événement. Comme ça, vous avez le temps de récupérer les formulaires signés, remplis. Mais si jamais c'est sur l'heure du dîner ou si jamais les filles viennent juste comme format drop-in, si les filles viennent juste à l'événement selon leur bon vouloir, à ce moment-là, la semaine d'avant, c'est un bon moment parce que les filles, ça va être plus frais à leur mémoire que l'événement s'en veille. Donc, voilà. Promouvoir la journée des métiers auprès des médias sociaux. Donc, ça peut être vraiment intéressant si vous avez des comptes Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ça peut être vraiment un bon vecteur d'information pour vous, pour partager l'information, mais aussi pour aller chercher des mentors, comme je disais tantôt. Donc, ça va être, c'est vraiment bien, puis c'est facile de faire des rappels aussi. Donc voilà, si vous avez l'accord de l'école ou l'organisme avec lequel vous travaillez, c'est toujours important de vérifier que vous avez cet accord-là avant de rendre public l'événement. Mais si vous l'avez, c'est vraiment un moyen intéressant. Puis si vous avez le temps aussi, l'énergie et l'envie, le journal des quartiers, c'est intéressant aussi. Il y a peut-être même des journalistes qui vont venir à votre journée des métiers. À ce moment-là, assurez-vous simplement d'avoir le consentement des mentors, des participantes pour ce genre de participation-là des médias. Étape numéro 6, donc faire le suivi des inscriptions. Donc, les inscriptions, comme je disais tantôt, sont nécessaires seulement si vous avez besoin du consentement écrit des parents. Si tel est le cas, assurez-vous d'avoir aussi dans votre inscription, dans votre formulaire d'inscription, une permission multimédia qui est incluse. Comme ça, vous allez avoir d'une pierre deux coups la permission pour la fille de participer, mais également la permission de prendre des photos
de cette fille-là. Donc, comme je disais tantôt, pour l'heure du dîner, c'est pas nécessaire d'avoir une inscription. Donc, les incontournables de l'inscription, c'est d'avoir une date limite pour ramener le formulaire, une personne clé pour retourner les formulaires. Ah, il y a une petite erreur dans mon PowerPoint, désolé. Donc, c'est pas la formulaire, c'est les formulaires. Donc, une personne clé, ça peut être la secrétaire, ça peut être la personne qui est votre contact dans l'école si jamais vous travaillez dans une école, sinon directement à votre organisme. Puis la permission multimédia, comme je disais plus tôt. Étape numéro 7. Donc, faire le suivi avec les mentors participant à votre journée des métiers. C'est vraiment une étape, tantôt je parlais d'étapes non linéaires, c'est l'exemple parfait. Le suivi avec les mentors, ça se fait directement après avoir fait la recherche de mentors. Donc, dès que les mentors commencent à répondre, c'est important de faire le suivi tout de suite. Donc, un suivi téléphonique ou par courriel où vous confirmez pas l'inscription, mais la participation de la mentor à votre journée des métiers. Dans ce courriel-là, c'est important de bien expliquer le déroulement de l'événement, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'apporter, leur rôle, de quoi elles peuvent parler. Donc, répondre bien à toutes les questions sur leur rôle et le format de l'événement. Ensuite, leur demander si elles ont besoin d'un soutien matériel. Donc, ces personnes-là, souvent, en tout cas dans mon expérience, c'est des personnes qui viennent bénévolement, donner de leur temps pour la journée des métiers. Donc, c'est important de leur donner vraiment un soutien maximal, si possible, que ce soit de fournir un ordinateur ou une prise électrique ou bref, le matériel qui est possible pour vous d'offrir. Peut-être ça va être de fournir le transport, d'acheter un petit cadeau de remerciement si vous avez le temps et l'argent. Donc, ça peut être bien apprécié. Je parle d'expérience ici. C'est toujours apprécié, ce soutien-là. Puis, quelques jours avant l'événement, c'est toujours bon de faire un petit rappel aux mentors qui ont accepté de participer. Donc, par courriel, par téléphone, simplement leur rappeler la date, l'endroit et l'heure de l'événement. Ça peut éviter des mauvaises surprises. Puis, ça vous permet aussi de confirmer vraiment qu'elles vont participer. Souvent, ces personnes ont des horaires vraiment chargés. Fait que des fois, c'est bon de juste envoyer un petit rappel, faire comme hey, c'est bientôt, vous allez venir. Donc, voilà. Ensuite, pour la journée même, donc tout ce dont on a parlé à date se déroulait avant la journée des métiers, donc c'est quand même beaucoup de planification. Mais quand on arrive au jour même, il y a beaucoup de détails à penser. Donc, la première des choses, toujours suivre son plan de travail pour vraiment savoir où on en est, mais ça peut être bon de faire un plan de déroulement de la journée aussi. C'est toujours utile pour s'assurer de rien oublier, ou si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'écrire les choses pour vous en souvenir, c'est un outil parfait. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer d'avoir toute l'équipe de logistique qui va être présente. Donc, souvent, ça peut être intéressant de faire une réunion d'équipe juste avant l'événement pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que tout le monde sait de quoi, quel va être son rôle pendant l'événement, puis que tout le monde sait quel matériel il va avoir besoin. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est vraiment important d'arriver d'avance à la salle pour la préparer parce qu'il y a beaucoup de détails, comme je disais tantôt, auxquels il faut penser. Si, moi, mon expérience avec la journée des métiers, c'est que ça se déroulait tout le temps dans des écoles. Donc, ce qui était important, c'est, c'est sûr que l'école est déjà avisée de l'événement, mais les mentors, quand elles arrivent, elles ne savent pas nécessairement où aller. C'est sûr que ça peut être des informations à mettre dans le document de confirmation de participation au mentor, mais c'est important aussi de mettre des flèches ou de mettre quelqu'un à l'accueil pour les diriger vers la bonne salle. Donc, ça, c'est une chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut préparer aussi quand on arrive d'avance pour préparer la salle? Bien, il faut placer les kiosques. Souvent, la salle ne va pas être placée comme on veut pour que ça soit accueillant ou
pour que tout le monde ait assez de place. Donc, ça, c'est une autre étape importante. Souvent, si vous avez des bailleurs de fonds, ça peut être intéressant de placer leur logo dans la salle pour faire comme un remerciement informel. Si vous avez un buffet, je sais que c'est toujours apprécié quand il y a un petit peu de nourriture, autant par les mentors que par les filles. Ça attire bien des gens. Et voilà, ensuite, quand la préparation de la salle est terminée, c'est le moment d'accueillir les mentors et les filles. Donc, à ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant pour les mentors d'avoir une petite cocarde avec leur nom, leur métier peut-être, ou ça peut être leur animal préféré. Bref, allez-y selon ce qui vous inspire. Et ce qui est intéressant aussi pour l'inscription des filles, c'est d'avoir une feuille où elles peuvent signer leur nom. Comme ça, on est sûr de savoir combien de filles on a rejointes, puis ça peut aider, ça peut donner des idées pour l'évaluation après, pour savoir comment rejoindre mieux les filles pour l'année d'après. Prenez des photos de votre événement. Si vous avez mis tant de temps à le préparer, prenez des photos pour garder des souvenirs. Assurez-vous d'avoir toujours la permission des mentors et des filles. La permission des mentors, vous pouvez soit l'envoyer d'avance, la permission multimédia, ou la faire signer directement pendant l'événement à l'accueil. Et après ça, ben, laissez aller, go with the flow, comme on dit en anglais. L'événement va se dérouler assez vite, merci. Puis, à la fin, n'oubliez pas de remercier toutes ces personnes qui ont participé, autant les filles participantes que les mentors, mais aussi les bénévoles, l'équipe logistique qui a soutenu l'événement. C'est vraiment important. Donc, ça passe vraiment vite, comme je disais, mais c'est vraiment une belle expérience à chaque fois. Quand votre journée des métiers est finie, après que vous ayez récupéré 2-3 jours parce que vous êtes vraiment fatigué, c'est le temps de faire l'évaluation. Donc, pour les filles, faire l'évaluation, le plus simple, c'est de la faire pendant la journée des métiers. Donc, il y a vraiment un large éventail de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez mettre, je sais que nous, on a déjà mis une feuille de flipchart avec des post-it, des crayons, puis les filles pouvaient nous écrire des commentaires, les coller. Ça faisait une belle mosaïque pleine de couleurs, puis c'était super beau. Il y avait plein de bons commentaires. Ça, c'est une façon de faire. Ça peut être possible aussi de faire un sondage écrit, donc répondre sur des questions papier. Ça, c'est une autre façon de faire. Il peut y avoir un livre d'or, donc les filles écrivent des commentaires à la sortie de l'événement. On a déjà fait aussi un carnet de participation où il y avait toute l'information sur l'événement. Les filles pouvaient cocher selon leur expérience, ce qu'elles avaient préféré, ce qu'elles avaient moins aimé. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire pour ça. Ça peut être verbal aussi. Vous pouvez faire un jeu à la fin ou une activité, tout le monde ensemble, si vous n'avez pas un trop grand nombre de participantes, où les filles partagent ce qu'elles ont préféré de l'événement. Ça peut être intéressant aussi parce que les mentors voient tout de suite l'impact qu'elles ont eu sur les filles, puis l'impact que leur participation à l'événement a eu. Ça, c'est intéressant aussi. À part de ça, donc allez-y de façon créative. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire. Puis ça, c'est des données vraiment, vraiment pertinentes pour vous préparer pour l'année d'après. Pour les mentors, le plus facile, bon, c'est sûr qu'on recueille tout le temps des commentaires à chaud pendant l'événement. Souvent, c'est vraiment positif, constructif aussi, mais ça peut être intéressant pour avoir des traces écrites de tout ça, d'envoyer un sondage. Souvent, nous, on utilise SurveyMonkey, puis de faire des rappels pour que les mentors répondent vraiment à ce sondage-là, dans leur horaire bien chargé. Donc ça, c'est pour les mentors. Et pour les organisatrices, c'est vraiment important de faire une rencontre de suivi également. Donc, après l'événement, comme j'ai dit tantôt, vous allez être fatigué. Fait que laissez faire ça. Faites juste ramasser puis rentrer chez vous. Mais après, c'est bon de faire une rencontre où on repasse vraiment toutes les étapes de l'événement. Donc, que ce soit autant la préparation, la planification, la recherche de mentors,
la promotion auprès des filles. Donc, toutes ces étapes-là, ça vaut la peine de revenir là-dessus avec les organisatrices de l'événement parce que il y a toujours moyen de s'améliorer. Puis, en groupe, on trouve souvent des solutions vraiment créatives et beaucoup plus efficaces pour faire certaines choses. Donc, c'est vraiment important de faire cette rencontre-là. Puis, pour l'événement comme tel aussi, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, nos apprentissages pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est pour l'évaluation. Donc, ça termine cette partie-là de la présentation. Pour plus d'informations, comme on a dit plus tôt, vous pouvez aller sur notre site web, www.fidaction.ca. Sur le site web, il y a un centre de ressources, comme on a dit plus tôt. Donc, vous allez pouvoir trouver la ressource que j'ai présentée, le guide des rêves à la réalité, guide pour soutenir l'organisation d'une journée de métier, mais aussi le pourquoi les filles, argent et emploi, que Karima a utilisé pour faire sa recherche sur les facteurs qui influencent les filles dans leur choix de métier. Et sur le site, vous allez aussi vous trouver des liens pour participer à plus de webinaires. On en fait quand même fréquemment. Vous allez pouvoir voir notre page Facebook, notre Twitter. Vous allez trouver plein de belles choses. Puis si vous voulez plus d'informations encore, vous pouvez contacter Myriam, qui est notre coordonnatrice de communication. Donc à myriam@girlsactionfoundation.ca. Donc, dans le fond, je vais ouvrir la période de questions. Donc, vous pouvez aller dans la section Q&A du webinaire. Si jamais une question qui est posée plusieurs fois, mais je vais y répondre juste une fois. Mais, donc voilà. Donc, posez vos questions, puis je vais y répondre. Donc, je vois que j'ai une question ici. Est-ce que la journée des métiers s'adapte à tous les groupes d'âge? Si oui, quelle formule fonctionne le mieux avec quel groupe d'âge? Donc, j'en ai glissé un mot brièvement tantôt. Selon mon expérience, toujours en lien avec des groupes qui sont au sein d'écoles, ça c'est mon expérience à moi, à l'école primaire, le format de journée des métiers qui fonctionne le mieux, c'est un format où les groupes, les filles sont regroupées en quelques groupes selon la grosseur, le nombre de participantes en fait, là, pour avoir des groupes pas trop élevés, là, comme 8 à 10 personnes maximum. Puis elles vont se promener, en fait, on va faire une rotation des groupes entre les paires de mentors pour que les filles aient le temps de discuter puis de rencontrer tous les mentors. À cet âge-là, en 4e, 5e, 6e année, c'est surtout un éveil à la possibilité de faire plusieurs métiers. On n'est pas vraiment dans le choix de métier. Les filles ont toujours, en fait, un avis sur ce qu'elles veulent faire, mais on sait que ça peut changer souvent, puis fait que c'est plus vague pour elles, leur idée de c'est quoi un métier, en fait, là. Donc, c'est plus un éveil à qu'est-ce qu'elles peuvent faire, de donner d'élargir l'horizon des possibles. Donc, c'est pour ça que cette méthode-là fonctionne bien. Sinon, au secondaire, ce qu'on a remarqué, c'est que le format drop-in, comme je dis, je sais pas comment ça se dit en français, là, fait que je suis désolée pour l'anglicisme, mais le format drop-in fonctionne bien pour les filles au secondaire parce que justement, elles peuvent vraiment aller vers les kiosques, les mentors qui les intéressent le plus. Puis poser les questions qu'elles veulent, avoir le temps qu'elles veulent selon les métiers. Il y a des filles, des fois, qui passent leur dîner au complet avec juste une mentor parce que c'est vraiment ça qui les intéresse le plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai jamais fait de journée des métiers sous format de conférence. Ça peut être intéressant aussi si on veut avoir tout un niveau, par exemple, que ce soit un événement mixte ou non mixte. Ça peut être intéressant aussi. Donc, je pense que la journée des métiers s'adapte à tous les groupes d'âge. Je pense que c'est intéressant de le faire même pour les jeunes femmes, donc qui sont déjà aux études collégiales ou universitaires. Je pense que c'est pertinent aussi. Ça s'adapte vraiment bien. Puis dans tous les cas, c'est vraiment selon votre milieu, selon les réalités des personnes qui vont participer à la journée des métiers. D'après moi, c'est sur ça que vous devriez vous baser pour faire le format, en fait, pour décider du format
de l'événement. C'est quand même une longue réponse pour une courte question, mais je pense que ça fait le tour. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. OK. Ben, il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà. Oui, c'est ça. J'étais perdue dans mes papiers, désolée. Donc, je vous remercie vraiment de l'intérêt pour le sujet. C'est vraiment un beau projet. Puis c'est vraiment pertinent, ça fonctionne bien. Puis les filles, autant les filles que les mentors en ressortent grandis et motivées. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient partager ce webinaire avec d'autres, la présentation complète et les questions vont être disponibles en ligne dans les prochains jours. On va vous envoyer un lien pour y accéder. On voudrait juste vous demander un petit retour sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, quand vous allez quitter le webinaire, il y a une fenêtre qui va apparaître avec un très court sondage. On vous demande de le remplir. Ça va nous aider beaucoup pour améliorer les expériences de webinaire qu'on offre pour les participants et participantes. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur notre série de webinaires, allez sur notre site Internet, comme j'ai dit plus tôt. Puis, vous pourrez participer à d'autres webinaires et écouter les webinaires précédents qui ont déjà été enregistrés, en fait. Donc, merci encore de votre participation. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très bonne journée.